C'est parti, on démarre la journée du coup avec Thierry Chapuis, on l'a compris, qui est donc expert en application spatiale. Si vous pouvez juste lancer sa présentation pendant que Thierry monte sur scène. Donc Thierry, vous êtes expert en application spatiale, vous travaillez au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et donc vous allez pouvoir nous présenter qu'est-ce que le GNSS. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que ça veut dire cet acronyme pour le moment. Bien, donc tout d'abord bonjour. Je remercie Bruno de m'avoir invité donc, à ce séminaire. Et donc moi, en tant que premier présentateur, je vais avoir l'honneur d'essayer de vous présenter ce qu'il y a derrière le GNSS. Maintenant, on ne parle plus de GPS, puisque GNSS, il y a aujourd'hui plusieurs constellations. Il y a 4 constellations, le GPS historique, Galileo européen, le GLONASS russe, et le Beidou chinois, j'y reviendrai. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de Global Navigation Satellite System. Donc je vais commencer par faire une petite présentation d'une petite vidéo qui a l'intérêt d'être très didactique et qui va vous expliquer en 3 minutes un certain nombre de choses au niveau du GPS. Galileo, c'est une constellation de 24 satellites qui tournent à 23 000 km au-dessus de la Terre. Ils sont répartis de manière régulière sur 3 orbites différentes, 8 par orbite. Et il y en a jusqu'à 6 en plus en orbite, des satellites de réserve au cas où l'un des 24 tombait en panne. Ainsi, avec ces 24 satellites, chaque endroit sur Terre est constamment survolé par au moins 4 satellites en même temps. C'est la condition pour pouvoir se localiser. Prenons l'exemple de Lucas, ce randonneur équipé d'un récepteur Galileo dans son téléphone. Je parle de Lucas, mais notez bien qu'il n'y a pas de limite. Même si 1 milliard de personnes l'utilisent en même temps, le système sera toujours aussi performant. Les satellites Galileo émettent en permanence des signaux qui portent une information importante, leur heure d'émission. Le téléphone de Lucas capte ces signaux, il note l'heure à laquelle il les a reçus et il décode dans ces mêmes signaux l'heure à laquelle ils ont été émis. Le téléphone, c'est donc le temps mis par les signaux pour venir du satellite. Et comme il connaît la vitesse du signal, ce sont des ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière, le téléphone calcule la distance qui le sépare du satellite. Vous savez, c'est grâce à cette bonne vieille formule qui dit que la distance est égale au temps multiplié par la vitesse. À chaque instant, le téléphone de Lucas peut donc calculer sa distance par rapport au satellite qui le survole. Il peut se positionner. C'est ce que l'on appelle la trilatération et que l'on peut faire avec 3 satellites. Alors pourquoi faut-il être visible par un 4e satellite ? Eh bien, c'est parce que le système fonctionne sur la mesure du temps grâce à des horloges placées à bord des satellites et dans les récepteurs comme le téléphone de Lucas. Toutes les horloges des satellites Galileo sont parfaitement synchronisées. Ce sont des horloges atomiques ultra précises, mais pas les autres. Le téléphone de Lucas a peut-être 1 seconde de décalage. C'est pour cela qu'il faut un 4e satellite pour synchroniser toutes les horloges entre elles à 10 milliardièmes de seconde près. Et c'est utile. Une erreur de 3 milliardièmes de seconde dans la mesure du temps, c'est une erreur d'1 mètre dans la localisation. Galileo, ce ne sont pas que des satellites, ce sont aussi 2 centres de contrôle et 16 stations réparties sur toute la planète. Il s'agit d'un réseau d'antennes capable de recevoir et d'émettre des signaux. Tout cela, c'est ce que l'on appelle le segment sol. Les centres de contrôle sont chargés de vérifier que le système fonctionne bien. Et ils calculent aussi l'orbite, et donc la position de chacun des 24 satellites Galileo par rapport à la Terre. Et oui, c'est bien beau pour Lucas de savoir où il se trouve par rapport aux satellites. S'il ne sait pas où les satellites se trouvent par rapport à la Terre, impossible de se situer. Donc, toutes les 100 minutes, les stations au sol communiquent aux satellites leur orbite précise, ce qui permet aux récepteurs, comme le téléphone de Lucas, de se localiser sur Terre. Lucas sait ainsi précisément où il se trouve, et les secours aussi. Donc on a compris que pour savoir où on est, il fallait être à l'heure. Mais du coup, comment ça marche un peu plus en détail ? Voilà.
Donc, je crois qu'il y a deux choses à dire par rapport à cette présentation. C'est effectivement, elle insiste sur l'importance du temps, puisque quand on mesure un signal qui se propage à la vitesse de la lumière, on voit bien qu'on doit avoir un temps très très précis, d'où l'existence des horloges atomiques à bord des satellites. C'est un des éléments les plus critiques du point de vue technologique. Et après, j'aurais aussi une petite remarque par rapport à la chaîne de la valeur, c'est qu'aujourd'hui, ces signaux sont gratuits. Ça, c'est quand même très important. Pourquoi ce système s'est développé? Parce que tous les signaux sont gratuits. Ce sont je dirais les entités publiques dans tous les pays qui financent le système. Et un dernier point qui est important aussi, c'est la notion de diffusion. C'est-à-dire que le signal est uniquement reçu, il n'y a pas de lien retour. C'est pour ça qu'à un moment, il est expliqué que quel que soit le nombre d'utilisateurs, vous aurez la même performance. Donc ça, c'est vraiment les choses de base. Signal gratuit, diffusion uniquement, et l'importance de la partie précision des horloges pour être capable de déterminer de manière précise où on se trouve, sachant que, je dirais, derrière la géolocalisation, il y a à la base de la localisation, mais souvent aussi de la navigation, puisqu'à partir du moment où on sait où on est, on peut décider où l'on va. Voilà, donc après, par rapport à l'état des constellations, là je vous ai donné un état aujourd'hui des constellations où on en est. Donc la première, le GPS, constellation historique. Donc, alors on verra, donc vous voyez qu'au niveau des orbites, on est sur des satellites en orbite circulaire qui sont à peu près à 20 000 km. Donc, ils sont quand même des orbites assez hautes. Hein. Ça leur permet d'avoir une bonne visibilité vis-à-vis de la Terre. Les inclinaisons tournent entre 55 et 60 degrés. Donc là, c'est des optimisations de systèmes pour qu'on ait, je dirais, la vision la plus uniforme possible des satellites, puisqu'on a vu qu'il en faut minimum 4. Donc il faut qu'à n'importe quel endroit du globe, on ait au minimum 4 satellites qui soient visibles. Vous avez aussi, ce qui est important, c'est la période orbitale. Donc vous voyez, elle est proche de 12 heures. Ça veut dire qu'un satellite, vous le voyez 2 fois par jour. Ça, c'est aussi important. Et après, sur les plans d'orbite, à part GPS qui en a 6, tous les autres sont sur 3 plans d'orbite. Alors, après, sur le nombre de satellites, alors GPS, aujourd'hui, vous en avez 31 qui sont opérationnels. Il n'en faut que 24 pour avoir le système complètement opérationnel, mais il se trouve que les satellites GPS sont très, très fiables. Et donc aujourd'hui, il y a plus de satellites que les 24 qui sont le minimum nécessaire pour avoir la performance. C'est une constellation gérée par les États-Unis? Alors c'est les États-Unis et c'est du financement militaire. Donc c'est l'armée qui finance. C'est pour ça qu'on dit le GPS est militaire, bon, même si effectivement il y a beaucoup d'utilisation civile, mais le budget est sous la responsabilité de l'armée américaine. Et GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, tous fonctionnent sur le même principe que la vidéo? Que ce qu'on nous a expliqué dans la vidéo? Pardon? Tous marchent selon le même principe que ce qui a été expliqué dans la vidéo. Oui, il y a des petites différences sur l'altitude, on change un peu l'inclinaison, plan d'orbite, donc GPS en a un peu plus, mais c'est exactement le même principe, j'y reviendrai. Ce qui est important au niveau du GPS, c'est la nouvelle génération, le GPS 3, donc qui aura des performances comparables à Galileo. Et là, quelque part, les Américains, entre guillemets, payent le fait que leurs satellites sont très fiables, et donc ils ont retardé volontairement le déploiement de cette nouvelle génération, donc le GPS 3, le premier a été lancé en décembre 2018, et là ils vont le déployer progressivement. Mais comme ils en ont déjà 31 en orbite, ils n'ont pas intérêt à les lancer trop tôt. Alors après on a la constellation GLONASS, donc constellation GLONASS qui comporte 24, on ne peut pas en avoir plus de 24 puisque c'est un autre système de modulation, donc ils ont des réserves, mais il n'y a que 24 qui sont vraiment opérationnels. Alors pour la petite histoire, donc GLONASS juste après la chute de l'URSS a eu de gros problèmes puisque les satellites eux n'étaient pas fiables, donc à un moment ça n'a pas été financé. Et quand Poutine est arrivé, il y a beaucoup d'argent été mis pour remettre la constellation opérationnelle. Donc aujourd'hui, on a une constellation opérationnelle avec quand même des caractéristiques, des performances qui sont un petit peu en dessous des autres, sachant qu'ils ont prévu de passer une nouvelle génération eux aussi. Alors Galileo, donc on vous avez vu que dans la présentation, on parle de 24, puis de 30 avec l'ESPER, avec les satellites de réserve. Bon, en réalité, on n'en a pas 24, on en a, je l'expliquerai, on n'en a que 22 opérationnels. On en a lancé 26 et on a 22 opérationnels, mais j'y reviendrai. Et Beidou, donc constellation chinoise. Donc là, les Chinois ont mis les bouchées doubles, ils en ont lancé, je crois, une quinzaine l'année dernière. Donc donc c'est comparable aussi à Galileo, hein, ils ont des bonnes performances. Et en termes de déploiement, on est sur les plannings Galileo. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on a quand même une multiplicité de satellites, hein, 31 plus 24 plus 22 plus 21. Donc ça, c'est très très important par rapport aux aspects visibilité. On sait que par exemple en ville, on va avoir des masquages, on va perdre un certain nombre de signaux. Aujourd'hui, avec 4 constellations, ça nous permet quand même d'avoir des conditions où on est plus en mesure de calculer le point.
Donc après, ce qui est aussi très important, c'est la notion de fréquence. Donc là, avec toutes ces nouvelles générations de satellites, on va avoir une grande multiplicité de fréquences, c'est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en particulier pour l'aspect correction ionosphérique, je pense que ça sera expliqué, donc d'avoir 2 fréquences, c'est très important. Donc aujourd'hui, cette multiplicité de fréquences aussi permet d'avoir une meilleure performance. Donc là, vous avez tous les spectres. Donc le premier, c'est GPS. Le deuxième, c'est GLONASS. Alors c'est la première génération GLONASS, et là, vous avez après le spectre pour la prochaine génération de GLONASS. Après, vous avez Galileo, si je ne me trompe pas, et Beidou en dernier. Donc aujourd'hui, les nouveaux récepteurs, c'est multiplicité de constellations et multiplicité de fréquences. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les récepteurs modernes, vous avez à peu près 100-150 canaux pour être capable de capter le maximum de signaux. Alors, si on revient sur le déploiement de la constellation Galileo, donc ça prend un certain temps. Donc là, je vais vous relancer une animation qui montre les 3 plans d'orbite. En attendant, je vais commenter le manifeste de lancement. Donc vous voyez que ça prend du temps, parce qu'il faut quand même les lancer. Donc les premiers ont été lancés sur lanceur Soyouz. Donc ils ont été lancés 2 par 2. Alors entre autres, on n'a pas eu de chance sur le premier tir. Donc en 2015, satellites 7 et 8, ils ont été mis sur une mauvaise orbite. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Donc c'est pour ça que cela ne rentre pas dans la constellation opérationnelle. Et puis après, sur la fin, on les a donc lancés par 4 via des Ariane 5. Alors dans l'animation, ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez la notion de visibilité des satellites. Donc là, vous voyez, c'est un point, donc il y a la Terre qui tourne, il y a les satellites qui tournent, et donc vous voyez comment, en fonction du temps, le nombre de satellites en visibilité varie. Donc cette animation est intéressante pour cet aspect-là. Donc après, quand on parle des services de Galileo, donc on a plusieurs services. On a ce qu'on appelle l'open service, donc le service ouvert. Qui correspond aux signaux que vous êtes en mesure de capter. Alors après, on a un service qu'on appelle PRS, qui est un service réglementé, donc qui a aussi une utilisation militaire. Il y a une utilisation militaire derrière Galileo. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. Donc là, on est sur des signaux cryptés. Donc c'est complètement différent. Après, il y a quelque chose aussi dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle le MEOSAR. Donc tout le monde a entendu parler des balises SARSAT. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des balises de sauvetage. Et donc, il se trouve que sur Galileo, on a embarqué des répéteurs de ce système SARSAT. Et comme on a une constellation qui tourne donc avec un certain nombre de satellites, ça a permis d'améliorer le système en termes de temps de détection de déclenchement d'une balise. Avant, il n'y avait pas autant de satellites, ce qui fait qu'aujourd'hui, le temps de détection d'une balise est de l'ordre de quelques dizaines de minutes, alors qu'avant, ça pouvait monter jusqu'à 2 heures. Et comme c'est des situations d'urgence, vous voyez que cet aspect-là est très très important. Ces balises sont embarquées sur les avions, j'imagine? Alors c'est avion, ça peut être personnel et bateau. Et c'est obligatoire sur les avions. Donc selon le type de porteur, on a des standards au niveau des balises. Et puis après, j'y reviendrai tout à la fin de la présentation, vous avez ce qu'on appelle le service commercial. Donc il y a un certain nombre de services supplémentaires qui ont été rajoutés par rapport au service ouvert. Donc juste quand même une petite vision des satellites pour qu'on voit comment c'est fait. Donc finalement, dans Galileo, ce qui est très important, c'est l'antenne. Donc là, il y a 2 plans. Alors, ce n'est pas des très gros satellites, hein, ils font 700 kg. Donc c'est de taille tout à fait raisonnable. Donc là, vous voyez, j'ai mis en rouge 2 antennes là qui sont intéressantes. Donc l'antenne du SAR, donc un système différent, je crois que c'est du 400 mégas si je ne dis pas de bêtises. Et après, l'antenne des signaux GNSS. L'objectif, c'est qu'elle fasse une émission la plus uniforme possible pour que dans le cône de visibilité du satellite, on ait un signal qui soit entre guillemets régulier en termes de puissance. Alors là, je reviens un petit peu sur le segment sol, sur la vidéo. Vous avez vu donc ce besoin d'un segment sol. À chaque fois qu'on a un système satellitaire, on a toujours la composante spatiale et la composante segment sol, pour être capable de contrôler. Alors il y a 2 choses dans cette composante sol. Donc d'abord on a les centres de contrôle. Donc comme c'est des systèmes critiques, généralement tout est redondé. Donc au niveau de Galileo, vous avez ce qu'on appelle les Galileo Control Center. Il y en a 2. Donc il y a le nominal qui est à Fucino en Italie. Non, c'est le contraire. Le nominal est à Oberpfaffenhofen en Allemagne et le redondant est à Fucino en Italie. Donc ça va être capable d'envoyer les commandes pour contrôler les satellites. Un satellite, il faut quand même contrôler son attitude, s'il dérive un peu. Donc ça, je dirais, c'est toute la notion de
gérer le satellite, gérer sa position, gérer ses servitudes. Et après, on a des informations qui sont plus liées à la navigation. Et donc on y reviendra, en particulier, le satellite, à travers des messages, va envoyer des informations sur les éphémérides, sur les dérives d'horloge, sur la ionosphère. Et donc ça passe par la bande C, que vous voyez apparaître, avec des stations, qu'on appelle des uplink stations, qui vont régulièrement envoyer ces messages. Et à un moment, dans la vidéo, on vous disait, tous les 100 000 litres, ces informations sont remises à jour pour que le récepteur ait des informations qui soient suffisamment fraîches pour calculer la position des satellites, puisque si on veut faire la trilatération, il faut connaître la position des satellites et l'estimer à tout instant. Et tout ça, c'est basé sur une surveillance donc, de la constellation, donc via des antennes qu'on appelle GSS, donc des Galileo Sensor Service Stations, qui, elles, vont enregistrer les signaux et vont permettre de savoir l'état des différents satellites. Donc on a à la fois une observation via le GSS, commande-contrôle, via la bande S, et des informations liées à la navigation qui remontent par la bande C. Donc ça, c'est une vision donc, de l'ensemble des stations, pour les 16 stations dont on a parlé. La seule chose que je vais dire sur cette planche-là, c'est que ce réseau il doit être mondial. Puisqu'à un moment, quand on va observer la constellation, il faut qu'on ait une vision uniforme de cette constellation. Donc on ait les stations qui soient bien réparties dans le monde. Et là, c'est intéressant d'avoir quelques îles au milieu de l'océan, où il y a un certain nombre de stations qui permettent justement d'avoir cette vision globale. Donc, Asunción, il y a toujours des choses, Tahiti, etc. Donc, il faut que ces 16 stations qui servent à contrôler la constellation soient réparties de manière uniforme sur l'ensemble du globe. Alors après, j'ai une animation qui va simplement illustrer le principe de la trilatération. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je remets les lunettes, parce que sans lunettes, tu peux voir. Il faut que je me remette en plein écran. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est le principe de la trilatération. Donc vous mesurez une distance, vous mesurez un temps. Après, vous dites, finalement, je mesure une distance, sachant que cette distance, c'est la vitesse de la lumière mesurée par ce temps de propagation. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez vous trouver sur une sphère autour du satellite. Et donc là, ça montre qu'avec 3 satellites, alors si vous êtes donc un satellite, une sphère, 2 satellites, vous êtes une surface qui est à l'intersection des 2 sphères, et 3 satellites, vous allez trouver 2 points. Et 2 points, il y en a un qui n'est pas sur la Terre, donc celui-là on l'élimine parce que vous n'êtes pas sur un point qui correspond à la Terre. Donc ça c'est le principe de la trilatération, donc il faut 3 mesures pour déterminer les 3 variables x, y, z. Et la vidéo a expliqué aussi qu'il fallait un 4e satellite, parce que le problème c'est que les récepteurs ont une horloge qui n'est pas du tout synchronisée, et on a rajouté cette 4e variable pour lever l'incertitude sur le biais horloge. Chacun des satellites étant sur son plan d'orbite. Il y avait une question d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un plan d'orbite, c'est juste la surface décrite par... Alors le plan d'orbite, c'est un des paramètres d'une orbite. Donc, pardon ? Près du micro. Parlez près du micro, oui. Ouais. Donc c'est, excusez-moi, donc ça c'est, quand on définit donc une orbite, on va définir son altitude et l'inclinaison par rapport à l'équateur, c'est ça que ça veut dire. Donc par exemple les satellites géostationnaires, qui sont les satellites à 36 000 km, qui tournent en même temps que la Terre, donc qui sont à un point fixe par rapport à la Terre, sont à un plan d'orbite 0, ils sont sur l'équateur. Et donc après, quand on veut avoir quelque chose qui couvre l'ensemble de la Terre, il faut incliner. Parce que si vous mettez par exemple les satellites géostationnaires, ne voient pas l'ensemble de la Terre. Simplement par leur cône de visibilité, au-delà de latitude de 70 degrés, vous ne recevez pas les signaux. Donc tous les satellites de Galileo ont chacun un plan d'orbite différent. Alors, les plans d'orbite différents, il y en a 3, donc 8 par plan. Et ça, c'est l'étude système qui monte, ça permet d'avoir la distribution la plus uniforme possible à un instant donné pour qu'on en voit que ça ne varie pas trop dans le temps. Vous avez vu que ça variait dans le temps quand même, c'est pas constant. Mais il y a une optimisation qui est faite à la fois sur l'altitude et sur ces plans d'orbite pour que cette variation soit la plus faible possible. Voilà. Donc après, je vais vous montrer donc un peu le principe du signal. Alors. C'est pas encore le bon, pardon. Voilà, c'est ici. Donc là, c'est le signal historique, le signal donc, GPSL1. Donc il y a plein de choses. Donc là, la première chose que ça va vous montrer, c'est le message de navigation.
Donc ce match de navigation, on y reviendra, c'est des informations qui permettent au récepteur de savoir où est le satellite, de savoir les dérives d'horloge. Et c'est 50 bits par seconde. Aujourd'hui, quand on dit 50 bits par seconde, c'est vraiment tout petit. Après, dans ce message, vous avez ce qu'on appelle un pseudocode, qui lui va permettre de calculer la distance. Donc c'est quelque chose de particulier, il fait 1 milliseconde, c'est quelque chose qui est périodique, qui est répété. Et après, vous avez la porteuse, donc, qui est la fréquence du signal, qui est donc à peu près à 1,5 giga, qui sert qui est modulé et qui porte l'ensemble des informations. Donc, au niveau d'un signal satellitaire, vous avez la porteuse, donc vous la voyez ici à environ 1,5 giga. Vous avez le code PRN, donc, qui est un code périodique qui permet de faire une mesure de distance. Et après, vous avez aussi le message de navigation, qui est une modulation supplémentaire, qui vient rafraîchir les données concernant les éphémérides, concernant les horloges et concernant la ionosphère. J'y reviendrai. Donc c'est tout ça. Est-ce que, juste, je pense que c'est important que vous expliquiez bien la logique de L1, là, ce que vous appelez la porteuse, parce qu'on y reviendra dans les autres présentations. Donc il faut qu'on comprenne bien Alors, ce que c'est. quand il y a eu l'ensemble des specs, je suis passé un petit peu vite, mais il y avait la bande E1, il y avait la bande E5, il y avait la bande E2, L2. Alors L1, c'est parce que c'est GPS, on dit E1 quand c'est Galileo. Pareil, on dit L5 pour GPS, on dit E5. Et ces signaux servent à quoi? Alors ça, c'est la porteuse, c'est-à-dire que quelque part aussi, c'est que si vous voulez plus de signaux, à un moment, en termes de modulation, vous allez être limité. Donc si vous voulez passer plus d'informations, il faut travailler sur des porteuses qui soient différentes. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que vous avez une sorte de redondance en termes de mesure par rapport à des signaux qui sont sur d'autres fréquences et qui vont vous permettre aussi de faire une mesure de distance. Donc c'est quelque part, c'est plus fiable. Et il y a un autre aspect qui est très important, je pense que ça sera peut-être expliqué, c'est une des perturbations principales du GNSS, c'est, j'ai une planche là-dessus, qui est la perturbation ionosphérique. Parce que quand on dit que le signal se propage à la vitesse de la lumière, ça c'est la théorie. En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des perturbations. Et donc là, on essaie de le modéliser. Et les modèles ne sont jamais parfaits. Quand vous êtes avec deux fréquences, vous arrivez à annuler ce poste-là, puisque le comportement, le retard dépend de la fréquence. Donc le récepteur, dans ce cas-là, est capable de s'affranchir de cette erreur ionosphérique, qui est un élément qui est souvent très pénalisant en termes de précision. Justement, je vous propose qu'on avance sur les sources d'erreur, peut-être des différents signaux. Alors ça, justement, c'est la planche d'après. Donc voilà, donc sur les sources d'erreur, donc au départ, on revient à cette notion de connaissance de la position précise du satellite et de l'horloge. Et quand on fait du positionnement précis, ça intervient. Quand on fait du positionnement... Alors, donc après, on a la partie propagation. Donc sur la propagation, vous avez deux couches qui vont vous perturber. C'est l'ionosphère et la troposphère, qui sont donc deux couches successives de l'atmosphère. Après, vous allez avoir des perturbations locales qui sont liées au multitrajet ou aux interférences. Donc ça sera redétaillé plus tard dans la suite des présentations. Et puis, le dernier point, bon, c'est un bruit de mesure au niveau du récepteur. Donc tout ça, c'est quand même des postes d'erreur. Et quand on fait du positionnement précis, il faut essayer de les annuler. Et c'est pas... Parce qu'à la base, il y a des ordres de grandeur qui sont importants. À la base, un signal GPS, vous êtes entre 3 et 5 mètres de précision. Un signal Galileo, vous êtes aujourd'hui autour du mètre. Mais si vous n'avez pas des systèmes différentiels pour permettre d'être plus précis, vous n'y arrivez pas. Au moment où vous tombez sur le fait que vous n'êtes pas capable de modéliser suffisamment finement toutes ces sources de perturbations. Donc là, c'est aussi une petite animation qui simplement va montrer l'effet des perturbations de type multitrajet. Alors il n'y a pas que les multitrajets, il ne faut pas oublier les arbres. Donc l'effet des arbres est très très important. On va y arriver. Bon, hein, je ne vais pas y arriver. Elle est derrière. Hein. Si vous recliquez pile poil, redescendez, vous cliquez en dessous. Voilà. Là ouais, voilà. Ouais. On va la relancer. Voilà. Donc, alors surtout d'ailleurs dans le domaine agricole, c'est intéressant parce que on parle souvent des canyons urbains, etc. Donc c'est sûr que quand vous êtes dans les champs, les canyons urbains, c'est pas trop votre problème. Mais au niveau du monde agricole, vous avez la possibilité d'avoir des arbres en bordure de champs et puis aussi des hangars. Donc là aussi, au niveau des multitrajets, des surfaces métalliques qui vont bien réfléchir. Donc là, vous voyez tout ce qui peut se passer. Donc c'est à la fois du masquage avec de la perte de signaux, puisque les signaux sont de très faible puissance, donc très vite vous allez les perdre, et des réflexions parasites qui vont vous allonger le trajet et qui vont vous créer des erreurs au niveau du récepteur.
Et si on ne fait pas attention, quand on dit créer des erreurs, en ville, on peut avoir des erreurs de 50 mètres, 100 mètres. Ça existe. Donc, si on ne prend pas un certain nombre de mesures, vous pouvez avoir des erreurs qui soient très très importantes. Donc, suivante. Pourquoi j'ai plus la main? Alors ça, c'est intéressant, c'est donc la partie message de navigation. Donc là aussi, ce qui est important, c'est que pour voir que là, je vais parler de la notion de ce qu'on appelle du time to first fix. C'est-à-dire qu'à un moment, un récepteur, lorsqu'il va démarrer, combien de temps il lui faut pour faire le premier point? Ça, c'est important, parce qu'à la limite, vous démarrez votre tracteur, si on vous dit qu'il faut attendre 15 minutes pour avoir le premier point, c'est pas terrible. Donc là, il va avoir besoin, donc il fait ses mesures donc, de distance, mais il a besoin de ces informations pour savoir où sont les satellites. Il a besoin de savoir les informations qui lui donnent une estimation des dérives d'horloge, parce que même si les horloges sont très précises, elles dérivent, et le sol informe tout ça. Donc tout ça, ça fait qu'il faut attendre, et rappelez-vous, le message de navigation, c'est 50 bits par seconde. C'est pas beaucoup. Donc ça prend pas mal de temps, quand même, pour avoir tout ça. Donc ça veut dire que, par exemple, vous avez certaines informations. Alors le temps d'émission, ça c'est les top départs qui sont nécessaires pour calculer votre durée de propagation. Ça, on l'a tous les 6 secondes. Les éphémérides, donc ça, pour connaître la position du satellite et l'estimer tous les 30 secondes. Et les almanachs et surtout les corrections ionosphériques, vous les avez toutes les 750 secondes. Et donc, pour ceux qui connaissent les premières générations de récepteurs, à l'époque c'était du GPS, ça prenait un certain temps avant de démarrer. Je me rappelle des premiers TomTom, etc. Oui, il fallait attendre qu'il y ait les 3 satellites alignés. Il fallait un certain temps. Donc ça, c'est plus vrai avec ce qu'on appelle l'assisted GPS. Puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus des systèmes qui sont connectés. Donc si vous prenez votre smartphone, vous êtes connecté donc au réseau GSM. Et là, sur les réseaux GSM, ils ont des stations qui sont en permanence en train d'écouter les satellites GPS. Donc dès que vous allez vous connecter, ces informations qui sont nécessaires pour faire le premier point seront transmises. Donc on ne se connecte plus directement au GPS, on se connecte au GSM, de fait. Alors c'est-à-dire qu'on utilise ce moyen sol pour avoir beaucoup plus rapidement les informations, dans la mesure où il existe. Les zones blanches existent encore. Mais dans la majorité des cas, grâce à ce système-là, vous n'avez plus besoin d'attendre les messages, et sachant qu'en plus les messages, c'est-à-dire qu'il y a une certaine logique dans la réception des messages. Donc si vous êtes dans un environnement perturbé, vous commencez à recevoir le message, et qu'au milieu vous le perdez, il faut recommencer. Parce qu'il y a des séquences. Donc aujourd'hui, on est capable de démarrer en quelques secondes, parce que souvent, on reçoit de la part du réseau tous les paramètres qui servent à calculer le point. Alors, ça c'est une vidéo sur l'importance de la géométrie. Donc, sur la géométrie, je ne rentrerai pas dans les équations, je ne sais pas ce qu'il fait, un peu long. Voilà, on va le faire. Donc, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'erreurs de mesure. On a vu toutes les sources de mesure. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, c'est parti. Et donc, là, on va prendre l'exemple simple de 2 satellites. Donc, on dit si tout était parfait, notre position, c'est l'intersection des 2 cercles. En réalité, il y a une incertitude de mesure. Et donc, le point, il bouge. Et donc, globalement, même, on va dire, autour de chaque cercle, on a une zone d'incertitude qui correspond aux erreurs. Donc là, ça veut dire que le point, au lieu d'être le point jaune, il va se trouver à l'intérieur de la surface. Et là, vous allez voir que cette surface-là, en fonction de la position, de la géométrie des satellites, je trouve qu'il est bien long, elle va se déformer, et que lorsque vous avez une géométrie de la constellation qui n'est pas bonne, vous avez une amplification de l'erreur. Alors, je ne sais pas si nous en parlerons dans d'autres présentations, ce qu'on appelle le DOP, Deletion of Precision. Et ça, c'est un facteur très important. Il vous indique que la géométrie, ça veut dire, globalement, si les satellites sont alignés, c'est pas bon. Il faut qu'ils soient bien répartis dans l'espace. Et si vous avez un mauvais alignement de satellites, vos erreurs sont amplifiées. Et je ne sais pas ce qu'il fait là, il devrait terminer. On va proposer à Léo de se faire offrir un nouveau ordinateur parce qu'il est un peu lent. Voilà. Alors, donc là, quelques mots sur l'architecture d'un récepteur GNSS. Alors, là, j'ai mis quelque chose qui est très important, c'est l'antenne. N'oubliez jamais l'antenne. C'est quand même ce qui capte le signal. Donc là, je vous ai mis 3 types d'antennes. Alors l'antenne qui coûte très cher et qui est capable justement de ce qu'on appelle les antennes qui permettent de s'affranchir des multitrajets. Donc ça, c'est les shock rings. J'étais en train de chercher le nom. Donc la première antenne que vous voyez, la grosse, c'est une shock ring. Donc on met ça sur des stations de réception lorsqu'on veut justement éviter de capter des multitrajets. Vous avez une deuxième, là, qui est une antenne qui est déjà aussi de meilleure qualité, avec souvent des diagrammes de réception aussi qui sont sélectifs,
qui permettent de supprimer un certain nombre de multitrajets. Et puis après, souvent, quand vous avez des systèmes pas chers, prenons le smartphone, vous avez ce qu'on appelle des antennes patch. Donc c'est toutes petites antennes comme ça, mais qui ne sont pas du tout sélectives. Donc on sait que, par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre de limitations sur la précision qu'on peut avoir qui sont liées à l'antenne, donc qui sont liées à la technologie de l'antenne. Donc l'antenne est vraiment fondamentale dans la performance de votre système. Donc après, pour le récepteur, c'est assez classique. Vous avez donc une chaîne RF, donc radiofréquence, qui va faire la démodulation du signal, une partie traitement du signal, donc après une partie calcul de position, vitesse et temps. Donc ce qui est très important, c'est qu'un système GNSS, un récepteur, c'est une position, une vitesse et un temps. On appelle le fameux PVT. Donc ce sont quand même 3 mesures qui sont très importantes. Et pour des systèmes qui sont souvent du haut de gamme, vous avez en plus la possibilité d'accéder aux données de navigation. Rappelez-vous les fameux messages qu'on recevait. Donc on peut les récupérer, parce qu'on va faire du post-traitement derrière. Et aussi ce qu'on appelle les mesures brutes, puisque sur chaque mesure de signal, il y a 3 informations qui vont être mesurées. La pseudo-distance, alors on parle de pseudo-distance, que la distance qu'on mesure, ce n'est pas la vraie distance, donc on l'appelle pseudo-distance, la phase du signal et le Doppler, puisqu'on a aussi un effet Doppler sur le signal. Donc ça, c'est une information qui sont, par exemple, nécessaires si on veut faire du positionnement précis. Donc voilà, aujourd'hui, le principe de fonctionnement de tout récepteur GNSS. Donc quelques mots sur la performance du récepteur. Donc d'abord, position et vitesse. Et j'insiste aussi sur la notion de vitesse. Parce que quand vous faites de la navigation, la vitesse, c'est très très important. Et le GNSS donne une information très très bonne de vitesse, surtout qu'il utilise le Doppler des signaux. D'ailleurs, quand vous voyez votre information de vitesse par votre système en voiture, souvent c'est la vraie vitesse. Si vous regardez par rapport au radar, vous avez vraiment une information qui correspond, alors que votre compteur il est un peu biaisé. Donc là, la mesure de vitesse d'un récepteur GNSS, elle est très très bonne. Naturellement, vous avez la position. Et ce qui vous intéresse, c'est que quand vous allez avoir un système, quelle précision est nécessaire? Vous vous posez la question. La disponibilité, est-ce que j'ai besoin de cette information 100% ou pas? Et l'intégrité. Je reviendrai sur le concept d'intégrité, qui est la confiance dans la précision que l'on a. Vous avez une question que vous allez vous poser aussi sur la périodicité de la localisation. Parce que plus il faut l'avoir souvent, plus ça veut dire qu'au niveau puissance de calcul, il va falloir avoir un système puissant. Et le TTF, ce qui est le Time to First Fix, qui est le temps nécessaire pour avoir la première position après l'initialisation du récepteur. Et après, vous avez aussi les aspects datation et synchronisation, qui sont aussi très importants, parce que souvent, le signal est utilisé pour synchroniser tout un tas de capteurs. Donc là aussi, vous pouvez avoir des exigences là-dessus. Et les deux courbes, ça montre 2 choses qui sont assez intéressantes. C'est justement l'aspect variabilité de la mesure. Donc sur le premier, vous avez donc une mesure qui a été faite dans un environnement dégagé sur une antenne. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à une gaussienne, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les bornes d'erreur. Vous êtes entre moins 2 mètres et 2 mètres. Voilà, donc ce qui correspond à une performance normale d'un système. Et là, on avait fait cette mesure, ça c'est du statique, où je m'étais mis volontairement dans un endroit où il y avait plein de réflexions, etc. Et là, vous voyez déjà la gaussienne, pas trop, et vous voyez surtout l'amplitude des signaux. Vous êtes entre des erreurs plutôt, des erreurs, entre moins 200 et plus de 100 mètres. Donc là, ça vous montre que c'est un des problèmes du GNSS, c'est que si on ne fait pas attention, on peut avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Et on comprend que tous les capteurs ne se valent pas, et que leur valeur ne s'exprime pas, ou leur performance ne s'exprime pas de la même façon dans tous les environnements. Alors aujourd'hui, c'est pas bien caractérisé. En plus, aujourd'hui, on n'a pas les informations en tant qu'utilisateur de la variabilité en fonction de l'environnement. On pourra en reparler avec Xavier Leblanc. Du coup. Mais aujourd'hui, c'est pas fourni. On vous donne Peut-être toujours pour les conclure, performances. On vous donne les performances du haut. Oui, c'est ça. Qui ne sont pas forcément les performances opérationnelles. Et vous avez les performances du haut. Pour conclure, Thierry, peut-être. Je suis en retard ? Ouais, un petit peu. Ok. Donc juste sur l'intégrité. Donc ce qui est important sur l'intégrité, c'est à un moment quel est votre besoin de confiance dans la position. Et là, je prends le cas de la robotique agricole. Donc sur la robotique agricole, il est clair que si vous avez un robot qui va commencer à faire du pinage, il ne faut pas se tromper. Donc si on a besoin de 10 cm, et donc là, il faut être en mesure d'estimer l'erreur à tout instant. Et ça, c'est pas facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux là-dessus, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée, c'est d'être, est-ce que je suis capable à tout instant d'estimer, de majorer mon erreur, mais qui est une erreur raisonnable. Alors j'ai accéléré pour la suite. Donc après, ce qui est important, c'est la notion d'évolution technologique. Ça, c'est aussi pour vous, en tant que niveau agricole, c'est très très important. Aujourd'hui, on a un virage. C'est-à-dire que c'est des équipements qui valaient cher
vont énormément baisser en termes de prix, puisqu'on a des puces qui sortent aujourd'hui, qui sont des puces très performantes, et on va avoir vraiment une baisse très très importante des prix. Aujourd'hui, ça va se produire à très court terme. Sur les aspects équipements de géolocalisation, donc si vous devez acheter quelque chose, généralement vous avez un équipement communicant, donc vous allez vous poser la question de quoi j'ai besoin en termes de communication, et vous allez vous poser des questions sur les caractéristiques du terminal. Bon, c'est écrit, je ne vais pas détailler, mais à un moment, c'est ces questions-là que vous devez vous poser en termes d'utilisateur par rapport à l'application que vous faites. Bon, ça, je vais la passer parce qu'on en reviendra sur le GNSS. Sur le différentiel, cette planche-là, elle est intéressante parce qu'elle vous montre le spectre des performances en fonction des technologies. Donc, on a des technologies qui sont non différentielles, qui sont basées sur des mesures de code. Alors, donc, vous avez tout ce qui est en marron. EGNOS, qui est déjà une technologie différentielle, puisqu'on a des messages qui viennent des satellites ou du système sol, donc qui vous permet aujourd'hui de faire dans les 80 cm, donc qui permet de gagner. Et après, lorsque vous voulez avoir vraiment des performances qui sont de l'ordre de 10 cm, voire le centimètre, il faut passer aux technologies type PPP ou RTK et RTK qui seront présentées. Ça tombe bien, ils sont tous là. Voilà. Alors, dernier point sur le service commercial Galileo. C'est quoi? Donc, il y a deux choses dans le service commercial Galileo. Il y a ce qu'on appelle le service High Accuracy, haute précision. L'idée étant que les messages qui permettront de faire du PPP, les messages de correction, transiteront via les satellites. Et ça sera quelque chose qui sera gratuit. Donc, ça veut dire que là, vous aurez la capacité de recevoir via un canal particulier du satellite, la bande de 6, ces messages. Après, vous avez deux autres services qui sont liés à ce qu'on appelle l'authentification. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est très facile de leurrer un système GPS. Leurrer, c'est lui faire croire une position qui n'est pas la sienne. Donc là, il y aura des mécanismes qui vont être implantés au niveau des messages pour être sûr que les messages ou le signal, pour être sûr qu'ils viennent bien du satellite. Ce qui n'est pas possible, par exemple, sur GPS. Donc ça, ce sont vraiment deux services qui n'existent pas au niveau du GPS. Quand vous dites des services commerciaux, ce sont donc des services que les entreprises peuvent acheter à Galileo. Le choix a été fait que sur le High Accuracy, ça serait gratuit. Sur la partie authentification, je ne sais pas répondre encore. C'est encore discussion. Mais en tout cas, sur le haute précision, ça a été décidé au niveau européen que ce serait gratuit. Donc, juste pour illustrer comment ça marche. Donc là, vous allez recevoir d'un certain nombre de satellites les messages de correction via le signal E6. Et vous allez recevoir naturellement les signaux à la fois, il ne marche pas bien ce PC, à la fois de Galileo et à la fois du GPS. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les corrections ne seront pas que pour Galileo, elles seront aussi sur le système GPS. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai terminé. Merci beaucoup Thierry, je vous invite à effectivement l'applaudir. Bougez pas. On a relevé quelques petites questions. Pourquoi créer Galileo finalement? Est-ce qu'il y a un enjeu d'indépendance ou de souveraineté et de ne pas dépendre d'autres systèmes type GPS? Est-ce que c'est ça la motivation première? Alors, il y a forcément une décision politique. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, sur les quatre constellations, c'est les quatre grandes puissances politiques. On n'en parle pas beaucoup, il y a quand même du militaire derrière. Donc, il y a aussi une indépendance stratégique par rapport aux militaires. Mais effectivement, on aurait pu s'en passer, mais c'est une décision avant tout politique et stratégique. Est-ce qu'il y a des risques de brouillage? Est-ce qu'il existe déjà vous parliez de leurrer un signal GPS ou GNSS, du coup, est-ce qu'il y a vraiment un risque de brouillage qui a justifié aussi l'envoi de Galileo? Alors, aujourd'hui, sur le système donc, d'être résilient, enfin de pouvoir détecter c'est plutôt du leurrage, pas du brouillage, c'est pas encore opérationnel. Ce que je n'ai pas dit, c'est, j'aurais dû le dire, aujourd'hui, c'est pas avant 2021-2022 qu'on aura ces services commerciaux. Ils sont pas opérationnels. Donc ça, c'est très important. Donc après, aujourd'hui, c'est une réalité. Vous mettez un brouilleur sur votre allume-cigare, et c'est utilisé tous les jours. Ça. Donc c'est interdit d'en acheter un, mais vous les trouvez sur Internet. Donc ça, c'est la notion de brouillage, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien. Ce qui est un peu plus tordu, c'est le leurrage. Donc vous allez envoyer des signaux qui vont faire croire au GPS ou au GNSS que c'est une autre position. Et là, j'ai lu des articles récemment dans la presse où c'est connu, c'est que quand Poutine se déplace, c'est clair que tous les récepteurs ils donnent des positions un peu bizarres. Voilà. Et dans les champs au niveau militaire, tout ça, alors justement les signaux militaires, eux, ils sont beaucoup plus tolérants. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est une réalité.
On a compris aujourd'hui que GPS avait le monopole dans l'attente du déploiement, en tout cas sur certaines zones du globe, j'imagine. Est-ce qu'on va pouvoir se passer du GPS pour aller sur d'autres signaux? Et autrement dit, est-ce qu'on peut, en tant qu'utilisateur, choisir la constellation, passer d'une constellation à l'autre, si jamais celle-ci est plus performante qu'une autre? En gros, est-ce que moi, utilisateur, je maîtrise le choix de la constellation qui calcule ma localisation? En général, non. C'est-à-dire que par contre, il y a des configurations qu'on peut programmer au niveau des récepteurs. Donc, il y a aussi il y a des choix géopolitiques. Donc, on va dire, il y a des gens qui vont faire plutôt du GLONASS Beidou, d'autres qui vont plutôt faire du GPS Galileo. Après, Galileo, à mon avis, c'est intéressant de l'utiliser tout seul pour des applications militaires, ça ne veut pas t'embêter. Sur des civils, utilisez GPS. Vous avez bien vu que le nombre de satellites est très important. Beaucoup de récepteurs aujourd'hui donnent priorité à GPS, puisque c'est la constellation de base, et en particulier sur la partie mesure du temps. Vous avez toujours besoin de cette référence temporelle, mais c'est en train de changer, parce qu'aujourd'hui, Galileo, comme c'est une très bonne constellation, qui même en termes de performance est meilleure que GPS, ça se développe sur les smartphones, etc. Donc après, ce sont des stratégies. Mais après, l'utilisateur, généralement, il le gère pas. Il peut essayer de la l'utilisateur connaître. final, j'imagine, mais le fournisseur d'un service intégrant un signal de géolocalisation, lui, il peut faire ce choix-là. Alors, par exemple, sur les corrections, vous pouvez décider de corriger telle constellation ou telle autre. Aujourd'hui, si vous faites un service de correction, il faut essayer de corriger tout le monde. D'accord. Dernière question, à propos des sources d'erreur, est-ce que les éruptions solaires peuvent être sources d'erreur? Est-ce qu'il peut y avoir des événements astronomiques qui perturbent le signal Alors GNSS? ça, c'est un vrai problème en particulier dans l'aviation, hein, parce que ça fait effectivement des perturbations de la magnétosphère qui sont très très importantes, donc de ionosphère. Donc ça, c'est des événements qui ne sont pas du tout modélisés, et ça pose des problèmes, parce que ça peut avoir des erreurs qui sortent des gabarits connus. Et c'est là où le bifréquence est intéressant, parce que le bifréquence, justement, il va permettre de vous affranchir de cette partie ionosphérique. Mais par contre, oui, une éruption solaire, ça va avoir un impact, puisque même l'ionosphère, c'est un élément qui est assez dynamique, c'est pour ça que c'est difficile de modéliser, déjà entre le jour et la nuit, et en particulier aussi au niveau de l'équateur, c'est beaucoup plus perturbé. Donc on sait qu'au niveau des zones équatoriales, on a des perturbations qui sont plus importantes. Mais c'est lié à l'environnement électromagnétique de la Terre. Merci beaucoup Thierry, je vous invite à vous rasseoir, on peut l'applaudir également. On peut remercier aussi le petit copain dans la salle qui a mis l'adresse internet où on retrouve tous les matériels compatibles avec Galileo.